Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier l'évolution d'un échantillon radioactif, l'évolution du nombre de noyaux radioactifs au cours du temps. Donc on a un échantillon radioactif contenant beaucoup de noyaux radioactifs et vous voyez il se désintègre au cours du temps, hein. En rouge les noyaux instables, en bleu les noyaux fils de ces noyaux qui se sont désintégrés et nous allons déterminer les mathématiques de cette désintégration. Alors, cette vidéo s'adresse aux élèves de terminale, générale, spécialité physique-chimie, et on est dans le petit chapitre nucléaire, qui est encore une fois l'occasion de faire ce qu'on appelle des équations différentielles. Alors vous voyez ici le principe, hein, c'est une simulation obtenue par un programme Python. Il nous reste une vingtaine de noyaux radioactifs. Alors au début, vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de noyaux qui se désintégraient, et puis au fur et à mesure, il y a de moins en moins de noyaux radioactifs présents, donc on a une loi de probabilité. Ce dernier va se désintégrer, on ne sait pas quand, voilà, ça y est, il s'est désintégré, et on a la courbe d'évolution du nombre de noyaux radioactifs au cours du temps. Alors, vous voyez qu'on en avait 3600 au départ, et puis petit à petit, le nombre de noyaux radioactifs décroît selon une courbe, alors qu'on pourrait reconnaître, hein, c'est une courbe exponentielle, on va démontrer qu'effectivement, il s'agit d'une courbe exponentielle. Alors, avant ça, on va faire quelques petits rappels sur le nucléaire. Donc, un noyau, X à Z, nombre de nucléons, nombre de protons. Les isotopes du carbone, par exemple, le carbone, il peut contenir beaucoup de neutrons, hein. Il n'y a pas que le carbone 12, il y a le carbone 14 en particulier qui est radioactif. Dans nos eaux, il y a du potassium 40 qui est également radioactif, tandis que le potassium 39, lui, est stable. Et donc le principe de la désintégration, le principe de la radioactivité, c'est qu'un noyau donne par désintégration, un noyau fils et une particule émise. Alors, il y a trois grands types de radioactivité. La radioactivité alpha, le noyau pair expulse un noyau alpha hélium 4, qui contient 2 protons, 2 neutrons. On a la radioactivité bêta-, ici l'iode 131 qui donne du xénon 131 et un électron. Alors ça peut surprendre parce qu'il n'y a pas d'électron dans le noyau, et pourtant le noyau éjecte un électron. Alors c'est à l'intérieur du noyau que ça se passe, hein. Vous avez en fait une transformation des particules qui composent le noyau, et vous avez bien un électron qui est émis. Donc on parle de radioactivité bêta-. Le symbole de l'électron, il porte une charge élémentaire négative, donc -1 pour le nombre Z, et ça n'est pas un nucléon, donc 0. Donc on parle de radioactivité bêta-. Un autre exemple, c'est le potassium 40 qui donne du calcium 40 et qui est émetteur bêta-. La troisième radioactivité, la radioactivité bêta+, le sodium 22 qui donne du néon 22 et le positron E+, qui est l'antiparticule de l'électron. Donc le positron, ça n'est pas un nucléon, donc 0 en nombre de nucléons. Il porte une charge élémentaire positive, donc +1 en nombre de charges, et c'est le positron. Un autre exemple, on a l'azote 13 qui se transforme en carbone 13 et qui émet un positron. Voilà, alors il y a d'autres particules qui sont émises, on ne va pas en parler dans cette vidéo. Il y a des neutrinos, des antineutrinos, par exemple le Soleil nous envoie tout un flux de neutrinos, les centrales nucléaires envoient des flux de neutrinos. Ce sont des particules très très légères, qui ont été découvertes au début du XXe siècle, dans les années 1920. Alors, le diagramme NZ, qui nous indique, selon le nombre de protons et le nombre de neutrons, les noyaux stables et les noyaux instables. En noir, vous avez ce qu'on appelle la vallée de la stabilité. Vous voyez, en fait, ça suit au début la diagonale. On a autant de protons que de neutrons. Exemple, l'oxygène 16. Donc 8 protons, 8 neutrons. Vous voyez, puis ça s'écarte de la diagonale parce qu'on a de plus en plus de neutrons et ça donne en fait des éléments instables, ou plutôt on a de plus en plus de protons, les protons vont se repousser, et pour qu'ils soient stables, les noyaux, il faut rajouter plus de neutrons que de protons. Donc vous avez une vallée de la stabilité, ces noyaux qui sont représentés par des petits carrés noirs, ceux-là sont stables, et vous voyez qu'il y a en fait une faible minorité de noyaux stables,
la majorité des noyaux sont ou des noyaux bêta plus en orange, ou des noyaux bêta moins en bleu, ou des noyaux pour ceux qui sont les plus lourds, hein, qui sont très qui portent beaucoup de protons et beaucoup de neutrons, ben vous avez cette radioactivité alpha. Et puis il existe d'autres types de radioactivité, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo. Alors, un exemple de famille radioactive, vous avez un noyau fils uranium-238 qui par désintégration donne du thorium-234, puis désintégration bêta- qui donne du proactinium, puis de nouveau une désintégration. En fait, on a des noyaux fils qui sont à leur tour radioactifs, et vous avez cette famille radioactive qui descend jusqu'à obtenir en fait un noyau stable qui est le plomb 206. Donc le plomb, en fait, il vient d'où ? Il vient d'un noyau d'uranium, peut-être, au début de son histoire, qui s'est désintégré successivement pour arriver sur un noyau parfaitement stable. Alors on en vient maintenant aux mathématiques de la décroissance radioactive. Vous avez un échantillon de noyaux radioactifs qui contient beaucoup de noyaux radioactifs. Hein. Il faut se rappeler qu'une mole, c'est 600 000 milliards de milliards. Donc si vous prenez une mole d'uranium, c'est 235 grammes environ, c'est 600 000 milliards d'atomes, et parmi ces atomes, vous en avez qui vont se désintégrer. Donc on va étudier la loi de décroissance radioactive. Alors, N représente le nombre de noyaux à un instant T. Eh bien, on a, de façon assez logique, le nombre de noyaux qui se désintègrent pendant une unité de temps arbitraire, donc pendant dt, le nombre de noyaux qui se désintègrent est proportionnel au nombre de noyaux. Donc si on l'écrit plutôt d'abord dn égale moins lambda n fois dt, ça veut dire que le nombre de noyaux qui se désintègrent est proportionnel au nombre de noyaux qu'il y a dans l'échantillon radioactif, et est proportionnel également au temps pendant lequel vous regardez cette décroissance. Donc finalement, on a dn sur dt qui vaut moins lambda n. Ça veut dire que la dérivée de la fonction n, par rapport au temps, vaut à un coefficient près la fonction n. Donc on retrouve en fait ici une équation différentielle où la solution est assez simple, c'est une exponentielle, parce que quand on dérive cette exponentielle de moins lambda t, ça donne bien moins lambda fois en fait toute cette fonction-là. Donc, cette fonction-là, k exponentielle de moins lambda t, est la solution de notre équation différentielle. Alors, comment fait-on pour déterminer la constante, puisque n'importe quelle constante ici serait solution de l'équation différentielle? Eh bien, comme dans beaucoup de problèmes, quand on a une constante à déterminer, on regarde les conditions initiales, et les conditions initiales, c'est qu'à t égale 0, vous avez un certain nombre initial de noyaux. Exemple ici, 50 000 noyaux. Mais c'est vraiment une représentation. Donc au début, on a un nombre n0 de noyaux. Il suffit de remplacer t par 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc ça veut dire que k fois 1, c'est-à-dire k, ça vaut n0. Donc la loi de décroissance radioactive est une loi exponentielle qui donne le nombre de noyaux au cours du temps. Donc ça dépend du nombre de noyaux initial, et c'est une décroissance exponentielle. Alors, il existe un temps très particulier, comme en chimie, comme en cinétique chimique. On avait déjà vu cela pour les lois d'ordre 1. On avait une loi de décroissance radioactive des réactifs. Et bien ici, c'est la même chose. Du fait de la décroissance radioactive, on peut définir un temps de demi-vie. Et ce temps de demi-vie, pour le déterminer, on remplace le temps de demi-vie ici dans l'expression, et au temps de demi-vie, n vaut n0 sur 2. Donc on remplace, n0 sur 2 vaut n0 exponentielle de moins lambda t1,5. Et donc pour se débarrasser ensuite de l'exponentielle, on applique le log népérien. Donc le log népérien de l'exponentielle, ça va nous donner moins lambda t1,5. Le log népérien de 1,5, c'est moins log népérien de 2. Et on a ainsi l'expression du temps de demi-vie en fonction de cette constante
qu'on appelle la constante radioactive. Alors, qu'est-ce qu'elle exprime, cette constante radioactive? Elle exprime que plus elle est élevée, et plus l'échantillon va se désintégrer vite. Alors, on va retourner sur la simulation. Et cette fois-ci, on va prendre une activité bien plus grande. Ça veut dire que là, on a des noyaux qui sont très instables. Ils se désintègrent très vite. Vous voyez, il en reste vraiment plus beaucoup. Voilà, ça y est, c'est terminé. Et vous voyez que sur la courbe, le temps de demi-vie, c'est-à-dire le temps au bout duquel il ne nous reste plus que 1800 noyaux radioactifs, puisque cette simulation se fait avec au début 3600 noyaux, mais on voit que ce temps de demi-vie est extrêmement court. Alors ça vient d'où? Ça vient simplement du fait que le noyau est un noyau, par exemple, très instable, et qu'il a tendance à se désintégrer très vite. Alors, on va reprendre une autre simulation, avec cette fois-ci des noyaux qui sont instables, mais un peu moins. Donc vous voyez que la décroissance radioactive au cours du temps est plus lente. Donc on a toujours un nombre de noyaux qui se désintègrent qui est proportionnel au nombre de noyaux qui restent. Donc là, vous voyez, il reste plus que 4 noyaux, donc il y a peu de chances qu'il y en ait un qui se désintègre, mais de temps en temps ça arrive. Et puis il y a le dernier. Et vous voyez que sur la courbe, en fait, on a un temps 1,5 qui est un peu plus grand. Eh bien, ça vient du fait que le lambda est un petit peu plus faible. Alors, cela dépend évidemment des noyaux. Hein. Vous avez par exemple le carbone 14 qui permet de dater les échantillons trouvés dans des fouilles archéologiques. Le carbone 14, eh bien, sa demi-vie, c'est 5570 ans. Ça veut dire qu'au bout de 6000 ans environ, la moitié des noyaux radioactifs d'un échantillon de momie ou de bateaux qui auraient été trouvés en mer, eh bien la moitié des échantillons, la moitié des noyaux de carbone 14 que contenait l'échantillon s'est désintégré au bout de 6000 ans. Donc ça permet comme ça de dater certains matériaux que l'on trouve dans des fouilles. Et puis vous avez certains matériaux, certains noyaux, comme le radon 220, vous voyez, lui il a une demi-vie extrêmement faible. Donc le radon, il se désintègre, pour moitié, statistiquement au bout de 52 secondes. C'est-à-dire un échantillon contenant un grand nombre de noyaux, eh bien la moitié de ces noyaux radioactifs se seront désintégrés en 52 secondes. Exemple, toujours avec cette simulation, eh bien, vous voyez qu'ici, il ne faut pas être à côté de cet échantillon parce qu'il est très actif. Vous avez des noyaux qui sont très instables, et donc la majorité des noyaux se désintègrent. Eh bien, vous n'avez pas intérêt à être à côté parce que l'activité est très élevée. Voilà, bien écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo, pour d'autres équations différentielles, pour d'autres équations de la physique. Au revoir.